Bonne et heureuse année 2024 et comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Talk Afrique. Pour ce tout premier numéro de l'année 2024 de votre émission Talk Afrique, il sera question de parler de jeunes et d'éducation à l'environnement, mais également de la place et du rôle des jeunes face à l'urgence climatique. Et nous sommes avec deux dames qui ont parcouru plus de 2000 km à la pédale de la commune de Danané en Côte d'Ivoire à la capitale sénégalaise Dakar. Ce parcours du combattant en vélo, appelé Mon Dada, a été réalisé par ces deux militantes pour l'environnement qui ont voulu donner aux jeunes les moyens de devenir les acteurs du changement, misant sur leur sport favori, le cyclisme. Elles ont décidé de sensibiliser les jeunes, en particulier les filles, aux questions environnementales et de leur donner les moyens de croire en elles-mêmes et de créer des innovations environnementales dans leur communauté. Arrivé à Dakar le 30 décembre dernier, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Yasmine Diawara Afoué, initiatrice du projet Mon Dada, également présidente de Young UNICEF Sénégal. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci infiniment, Daouda. Merci de me recevoir. Un plaisir de vous recevoir. En face de vous également Julia Venn, entrepreneure sociale, également militante écologiste. Merci également Julia d'être là avec nous. Merci, Jerry Jeff. Et Jerry Jeff, à vous aussi, un plaisir également de partager le plateau avec vous. Comment davantage sensibiliser ces jeunes aux innovations environnementales? Quel rôle de cette jeunesse face à l'urgence climatique? Autant de questions que nous allons développer tout au long de cette émission. Et je reste avec Julia pour parler de la COP 28, l'adoption du fonds des pertes et dommages, la transition plutôt qu'une sortie des énergies fossiles, le doublement du rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'ici à 2030 sont quelques-unes des conclusions issues de cette COP, un texte qualifié d'historique par son président, le sultan Al-Jaber. Partagez-vous cet avis? Je dirais que les objectifs sont très bons. C'est vrai qu'il faut une transition avant d'arriver vraiment à être au 100% dans les énergies renouvelables. C'est tout à fait normal de ne pas pouvoir sauter une étape. Mais je dirais que c'est historique qu'on l'a fait. Parce que pour l'instant, on est encore au mode de parole. Donc, moi, je suis beaucoup sur les concrétisations, comme ce qu'on est en train de faire. Donc, ça devient historique si on le fait. Et ça devient historique si on le fait, c'est-à-dire la mise en pratique de ces conclusions-là. Ouais. Mais d'abord, que pensez-vous aussi de ces conclusions-là, des conclusions de la COP28 globalement? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est important de penser à la transition écologique et transition des énergies, surtout sur le continent africain. Je crois qu'il y a tout le pouvoir, la possibilité d'aller vers l'énergie, par exemple solaire, ou avec le vent ou avec l'eau, parce qu'on a un continent qui est riche avec ces ressources-là. Donc je crois qu'on montre aussi déjà en Afrique un bon exemple sur une transition qui est possible. Mais je crois qu'il y a de la grande question... et on va en parler plus tard, mais sur la relation aussi des continents africains et le reste du monde, et entre ceux qui polluent et ceux qui en fait sont plutôt neutres au niveau de carbone. Donc toute cette relation, on va voir. Et on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs pour y parler plus globalement. Et bien avant la COP 28, Yasmine, les dirigeants africains s'étaient réunis en septembre 2023 au premier sommet africain sur le climat à Nairobi au Kenya. La déclaration de Nairobi a d'ailleurs été adoptée à cet effet et ça encourage fortement l'accélération de l'action climatique et les mécanismes de financement. Que vous inspire cette position commune des pays africains aujourd'hui sur le climat? Je trouve que c'est très important qu'on puisse savoir où on veut aller ensemble, d'une façon commune. Donc ça a été peut-être historique aussi que 54 pays se rencontrent, 54 pays du continent se rencontrent pour savoir où est-ce que réellement on veut aller, qu'est-ce qui est important de faire, quelle voie est-ce qu'on peut avoir dans tout ce qui va être décidé dans la COP. Donc ça a été important d'avoir ce mouvement-là des pays africains ensemble. Donc moi je suis très heureuse et en plus aussi surtout du fait qu'il y avait un intérêt des différents décideurs d'avoir des jeunes qui participent. Donc je me souviens très bien donc de cet événement parce que nous à UNICEF en Côte d'Ivoire, nous avons financé, je travaille à la section adolescents et jeunes et on a financé la participation d'une adolescente qui a participé à cet événement pour essayer de savoir, d'apprendre
mais déjà de savoir comment est-ce qu'elle peut améliorer ce qu'elle fait déjà, de savoir qu'est-ce qui a été dit lors de ces discussions et quel engagement individuel, personnel, mais aussi communautaire, elle peut prendre à son niveau. Et comment jugez-vous la participation des jeunes Africains à ce premier sommet africain sur le climat qui s'est tenu au Kenya? Déjà, j'ai été contente de voir des jeunes activistes qui étaient motivés, comme Vanessa Nakate, qui est une activiste très connue, elle est originaire de l'Est de l'Afrique. Alors elle a fait des événements en parallèle à ce qui était déjà fait. Il y a eu plusieurs événements pour les jeunes, des événements de discussion. Donc, comme Julia le disait tout à l'heure, c'est toujours bien de parler, c'est bien de passer à l'action, mais c'est bien d'avoir des événements comme ça où les gens se rappellent qu'il y a des problèmes, il faut qu'on agisse. Alors moi, c'est ce que je trouve positif dans tout l'élan des COP et de ces événements. C'est vrai qu'au début, en tant que... Alors moi, je suis pas du tout une experte en environnement, on ne l'est pas. Mais je me disais, ah mais ces COP, est-ce que c'est important? Souvent, on se dit ça lorsqu'on comprend pas trop. Et puis après, tu vois que c'est important dans la mesure où ça permet de pinpoint, de mettre le doigt sur des problèmes. Et d'ailleurs, au-delà même des experts, des États et tout, de plus en plus également, les communautés concernées qui vivent les conséquences aujourd'hui de ce changement climatique demandent même à participer à ces COP pour eux-mêmes exposer leurs propres problèmes. Exactement. Et de cela, ce que j'ai beaucoup aimé lors de la COP 21, donc c'est vraiment, on part au départ. La COP de Paris. Oui, c'est ça, exactement, qui a donc résulté à l'accord de Paris. Il y a eu, à l'article 12, il y a ça parle de ACE, alors c'est ACE qui dit Action for Climate Empowerment, donc l'autonomisation, l'empouvoirment, on va dire, climatique. Et donc ça met l'accent sur l'éducation, la participation des communautés, et c'est là qu'on parle de cette puissance qu'a la jeunesse, parce que là on parle du climat, on a parlé du climat, de cet événement climatique en Afrique. Et on a la population africaine qui est la population la plus jeune au monde. On a besoin de mettre en avant ces jeunes-là qui savent ce qu'ils vivent, comme vous le disiez. Alors eux, ils savent quels sont nos problèmes au niveau de notre communauté et comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre et d'apporter ce qu'on sait. Et le continent africain qui a la population la plus jeune, également un continent qui pollue le moins mais qui subit le plus aussi les effets de cette pollution. Et Julia, on revient sur un point sur lequel vous vous étiez arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire lors de ces COP et autres rencontres internationales, souvent les points d'achoppement entre pays développés et pays les moins avancés se situent au niveau aujourd'hui du respect des financements, également de l'engagement, du respect des engagements de ces États. Pensez-vous aujourd'hui que cette COP de Dubaï a vraiment pris en compte, en tout cas, les revendications de ces pays les moins avancés auxquels appartiennent les États africains? Je pense que la réunion en Nairobi a fait l'effet dans la COP 28 et cette voix a été portée, cette voix unie de l'Afrique et cette voix aussi qui dit notre continent, en vrai, le continent africain est la première victime de réchauffement climatique, mais c'est le continent qui pollue le moins dans le monde. Donc je crois que c'était souligné. Mais comme je disais tout à l'heure, moi je suis beaucoup fan des actions derrière. Donc moi aussi j'ai envie de voir qu'il y a un financement qui se met en place. Je crois que ça devait être un pourcentuel à notre pollution. Donc je crois que le pays qui pollue plus doivent payer plus. Donc du principe pollueur-payeur. Mais depuis l'accord de Paris également, les 100 milliards promis par les pays développés, les pays grands pollueurs, jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint ces 100 milliards promis là. Non, c'est clair. Non, c'est pour ça que j'ai dit, c'est beau des accords, c'est beau des mots, mais moi je suis beaucoup pour les actions. Donc moi je crois c'est toujours bien de faire un engagement en public. Parce que ça veut dire on est accountable, c'est-à-dire en français... responsable. Oui, on est responsable. La responsabilité des États par rapport à cette pollution-là. Exactement. Désolée, peut-être j'explique au public, je suis allemande, donc je ne suis pas francophone. Donc quelquefois, il y a des mots qui vont sortir. Il n'y a pas de souci, allez-y, on comprend, il n'y a pas de souci, allez-y. Non, je crois que c'est cette accountability qui est importante dans une annonce publique à faire quelque chose. C'est-à-dire, on se sent aussi en tant qu'État, qu'en personne plus responsable d'agir et de faire ce qu'on a dit. Mais il n'est pas encore tout qui a été atteint.
Pareil pour les ODD, les objectifs de développement durable, on n'a pas encore atteint. Mais comme tu dis, c'est quand même positif, c'est un message, c'est des premiers steps. Et c'est pour ça aussi, je dis transition, c'était le bon terme à être choisi. Maintenant, il faut avoir des financements pour réduire les effets du changement climatique et pour éviter les effets à venir du changement climatique. Et c'est surtout les pays développés qui doivent payer les plus pour réduire les effets sur les pays victimes. Je souhaiterais vous interpeller sur un point soulevé tout à l'heure par Yasmine, à savoir les jeunes, l'engagement des jeunes. Les jeunes défenseurs de l'environnement ou du climat étaient également présents à la COP 28 à Dubaï et ils ont déclaré qu'ils ne resteraient pas, en tout cas, les bras croisés. Je les cite, « Nos voix et nos besoins doivent être prioritaires dans les négociations sur le climat », ont-ils fait entendre durant cette COP de Dubaï. Selon vous, comment mieux faire entendre aujourd'hui la voix des jeunes lors de ces rencontres sur le climat et autres rencontres sur l'environnement? Je pense, si je peux me permettre de le ramener à notre voyage à vélo, allez-y. Faire entendre le jeune, ça s'est fait par des rencontres comme nous on a fait pendant notre séjour, c'est-à-dire on met les jeunes ensemble, on leur donne la voix, on leur donne l'importance de partager leurs pensées. Et aussi, peut-être, vous, en tant que média, c'est très important. Aujourd'hui, on vit dans une époque où tout le monde et sur tous les réseaux sociaux, les jeunes comme les plus âgés. Et une voix aujourd'hui peut être portée au monde entier. Donc je crois aujourd'hui comment les jeunes peuvent être plus entendus, c'est par cette médium digital. Mais peut-être il faudra aussi avoir des conférences, il y en a déjà aussi beaucoup sur le changement climatique des jeunes. Il y a beaucoup d'organisations dans le coin du monde qui créent des sortes de mini-COP. Et après, derrière, comme troisième étape, c'est les actions concrètes et ensuite, encore une fois, partager ce que les jeunes font. Parce qu'au final, le futur, c'est les jeunes. C'est la jeunesse. Et vous nous tendez ainsi la perche pour parler de votre projet, à savoir Mondada. Yasmine, vous avez parcouru plus de 2000 km d'Anané en Côte d'Ivoire à Dakar au Sénégal. Une façon de sensibiliser également les jeunes sur les questions environnementales. D'abord, pourquoi le choix du cyclisme et comment s'est opéré également le choix du trajet de faire 5 capitales nationales? Oui, le choix du cyclisme. Alors, on est toutes deux passionnées de vélo. Julia a une histoire magnifique avec le vélo. Son père tenait un musée pour le vélo et elle a fait des voyages depuis toute petite avec son grand-père en vélo. Et moi, j'ai eu mon premier vélo à l'âge de 12 ans. C'était un cadeau de mon père. Et avec lui, ce vélo, je partais partout. Et j'étais très passionnée de l'effet que j'avais, qui était de me sentir libre et proche. Quand je dis proche des populations à vélo, vous pouvez être en train de vous saluer. Pendant que tu es en train de partir, vous pouvez avoir une petite conversation. Donc on est proche des populations. C'est pas comme quand on est en voiture, on part, on sent pas les choses. Mais là, tu peux t'arrêter à n'importe quel moment, mais en même temps, tu as cette rapidité d'aller aussi loin que tu peux, comme arriver à Dakar en un mois, voilà. Donc c'est ça qui a fait que... Et à vélo, on est également écolo, je le rappelle. C'est ça, à vélo, on est écolo, et même quand il y a eu la crise en Guinée, parce que vous parliez de traverser des pays, il y a eu la crise du carburant en Guinée. Alors nous étions libres comme l'air, on pouvait continuer. Mais vu qu'on voyageait avec ma mère, qui est notre flèche, alors elle voyageait en voiture, gros cœur à elle, bisous. Je rappelle que vos parents vous ont soutenu tout au long également de ce trajet de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Exactement. Et donc, tous les matins, ma mère, elle nous dévançait, elle prenait une voiture pour se rendre à la destination où on partait le même jour. Et donc, elle a dû être bloquée parce qu'il y avait une panne de carburant. Nous, avec notre vélo, on pouvait avancer. Mais voilà, par solidarité, on est resté avec elle pour dire qu'effectivement, oui, c'est un moyen éco-touriste le plus simple et qui est à la portée de tous. Donc on encourage vivement. C'était pour montrer en fait à tout le monde que c'est faisable. Et j'aimerais aussi pointer le fait que souvent les gens ont l'impression que un voyage comme ça organisé à vélo, c'est fait pour les Occidentaux, pas pour les Africains. Et le fait d'organiser, c'était pour montrer aussi que on peut tous le faire. C'est pas une question de riche, c'est pas une question de pauvre, c'est pas une question de blanc ou de noir. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de finance à ça. C'est la volonté qui nous dirige. Et si on a la volonté de mettre en place ces actions climatiques dont on parle,
on pourra le faire. C'est à la portée de tous, mais tout vient de l'engagement, de la volonté de le faire. Donc c'est une question de volonté et d'engagement. Et Julia, il y a Yasmine qui est revenue tout à l'heure sur l'histoire de votre famille avec le vélo. Revenez un peu sur cette expérience que vous avez, une histoire assez particulière avec le vélo. Du coup, déjà, je dirais en Allemagne, le vélo est un peu plus normal à l'utiliser pour le transport commun. Donc moi, je suis allée à l'école comme ça. Et oui, je dirais grâce à nos pères. Parce que du coup, Yasmine a eu le vélo offert depuis son papa. Et moi, pareil, mon premier vélo, je crois, c'était mon père. Et il avait cette idée de créer un musée. Nous, on vient d'un petit village. Donc, pourquoi créer un musée? Mais je ne sais pas pourquoi il avait cette idée. Parce qu'il avait toujours la passion pour les vieux choses. Et du coup, le vélo, c'était un. Et donc, on avait tout type. Vous voyez, le premier vélo, c'était... en plus, Yasmine a trouvé hier le premier personne qui a voyagé en vélo. C'était un Allemand, apparemment. Donc, très marrant. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore les pédales. Et en fait, il y avait le roue, mais on se met là-dessus et on marche, en gros. Et du coup, après, on peut lever les pieds et ça roule. Donc, ça, c'est une côté. Et l'autre, c'est mon grand-père. C'était un grand voyageur. Il marchait et il pédalait beaucoup. Donc, depuis tout le début, je suis toujours allée avec lui. On a fait le premier voyage ensemble. Mais pour revenir à ce voyage et la passion du vélo, je suis absolument d'accord avec Yasmine. Le vélo permet de connecter avec ton entourage. Moi, je vis à Abidjan, donc je vis à côté de Yasmine. Et en fait, le fait de ne pas être en voiture, en taxi ou en transport distancié, je suis à vélo et c'est comme ça que je connais mon quartier. Sinon, les gens ne me connaissent pas. Mais le fait de pouvoir on reste cette connexion avec les populations. Et je rappelle, vous le disiez tout à l'heure, je rappelle que vous êtes allemande, mais vous vous définissez plutôt comme une citoyenne du monde. Vous avez rencontré Yasmine lors d'une randonnée cycliste à Abidjan en 2020. Toutes deux, vous avez en tout cas cette passion commune du cyclisme et également de la sensibilisation des jeunes aux questions environnementales. Comment avez-vous vécu les différentes étapes et cette expérience-là? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Okay. D'abord, je salue le club cycliste qui nous a unis. C'est Ocean VTT d'Abidjan Sud. Voilà, petit coucou. Et comment j'ai vécu les différentes étapes? D'abord, j'ai envie de dire merci à Yasmine parce que c'était, je ne sais pas si j'aurais moi-même décidé, j'ai voulu faire depuis longtemps un voyage comme ça, mais vraiment le faire, comme je dis, il y a une autre étape pour vraiment concrétiser ce qu'on a dans la tête. Donc elle m'a permis le fait qu'elle avait planifié le voyage et j'ai demandé est-ce que je peux venir avec toi. J'étais à une phase de ma vie où c'était compliqué. Et ce voyage, en fait, moi je pensais je le faisais que pour le challenge. Et pour l'impact, surtout, c'était ça mon message de but, c'était pour l'impact parce que je suis entrepreneuse sociale, donc c'est ma vie, quoi. J'ai besoin de ça, de donner et de pouvoir faire quelque chose qui a du sens. Mais au final, je dois dire que ce voyage m'a beaucoup plus apporté. Je crois qu'on a peut-être apporté à d'autres ou peut-être à égalité, mais ça m'a donné tellement d'ouverture, de voir comment les gens sont sympas, ils sont accueillants. N'importe quel strate social, tout le monde nous a accueillis avec le cœur ouvert. Tout le monde a été fasciné par ce qu'on fait. Et au final, on se dit c'est pas grand-chose parce que c'est un voyage que tout le monde peut faire. On n'est pas des méga sportifs. On peut faire entre 50 à 100 km par jour, mais on peut faire ce voyage aussi à 10 km par jour si vous voulez. Vous ne devrez pas être un grand sportif. Et du coup, je crois que ce voyage m'a apporté vraiment confiance en moi de nouveau, de la joie, de l'énergie positive et une rencontre avec des personnes que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Et à vous entendre, ce voyage a également été une sorte de thérapie pour vous, on dirait. Non, mais vraiment, c'est libérateur. C'est très libérateur. C'était le bon moment. Et il faut faire plus de voyages comme ça. Et tout le monde peut le faire. Et si vous connectez un voyage comme ça avec un impact, comme nous on l'avait fait,
je crois que c'est bénéfique pour tout le monde et c'est excellent comme expérience. Et Yasmine, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai par rapport au voyage à vélo. En 2023 également, vous êtes devenue la première Ivoirienne à relier 2 capitales nationales, Abidjan et Accra à vélo. Exploit réitéré, mais cette fois-ci d'Abidjan ou bien de Danané à Dakar. Cette fois-ci, c'est les 5 capitales nationales que vous avez eu à traverser, à savoir Abidjan, Conakry, Bissau et Dakar. Vous revenez aussi sur cette expérience-là avec Mondada. Totalement, merci beaucoup. Donc oui, j'avais l'année 2023 envie de me dépasser. Je travaille avec les jeunes, donc je suis passionnée de tout ce qui est youth empowerment, donc autonomisation des jeunes. J'aime parler de confiance en soi et j'avais envie de montrer que je suis capable de me montrer à moi-même, pas aux gens, que je suis capable de faire ce que je décide de faire et que j'ai des capacités inexploitées que j'ai envie d'explorer. C'est comme ça que j'ai fait Abidjan, Accra. Et pour Danané, Dakar, donc avec Julia, quand on se parlait, on s'est dit, on a envie de soutenir une action sociale. C'est-à-dire, nous, on est chanceuses de décider qu'on veut voyager à vélo. Sinon, aussi, on peut prendre des voitures. Mais on a des enfants qui, dans des villages, en zone rurale et périurbaine, qui traversent de longues distances pour se rendre à l'école. L'accès à l'éducation, c'est un droit à tout le monde et pour le faire, ça ne devrait pas être quelque chose de difficile. Pourtant, il y a des enfants qui marchent. On a rencontré des enfants dans un village en Guinée, à Banyan, qui marchent 18 km aller-retour, c'est-à-dire 9 km le matin, 9 km le soir pour aller à l'école. C'est plus de 2 heures de marche. C'est même plus que 4 heures. C'est ça. 2 heures du matin, 2 heures le soir. Pour aller à l'école. Et donc, à quel moment est-ce qu'on révise? À quel moment est-ce qu'on étudie? Comment est-ce qu'on se donne ces chances-là de éducation de qualité? Parce que l'éducation de qualité, c'est pas seulement ce qu'on va apprendre à l'école, mais alors comment je révise, dans quel cadre que je suis? Alors, nous avons décidé donc de soutenir en faisant cette levée de fonds qui est toujours en cours. Donc, on va financer des vélos dans les capitales que vous avez citées et que nous avons traversées. Pas seulement dans les capitales, mais voilà, dans les zones rurales, comme je disais, dans les pays traversés. Nous distribuerons des vélos en bambou. Et ces vélos en bambou, là, sont fabriqués par une entreprise, une start-up ghanéenne. Donc, c'est une jeune femme entrepreneur ghanéenne qui fabrique des vélos en bambou. La première fois que moi j'ai entendu vélo en bambou, je me suis dit, mais comment ça fonctionne? Et quand on fait les recherches, on se rend compte que le bambou est beaucoup plus résistant que beaucoup de matériaux, incluant le fer, apparemment. Et c'est également une façon pour vous d'impacter également toutes ces communautés que vous avez eu à rencontrer tout au long aujourd'hui de votre périple de Danané à Dakar. Oui. Et Julia, vous êtes entrepreneur social dans le secteur alimentaire avec un focus sur le marché africain. Vous avez cofondé Foodwise, Manzer Partager et Anakaou qui sont des initiatives luttant contre le gaspillage alimentaire, l'insécurité alimentaire également et la malnutrition. Protéger l'environnement, c'est aussi lutter contre le gaspillage alimentaire, n'est-ce pas? Exactement. Et l'entreprise sociale actuelle, c'est BI. BI, c'est Anjoula, qu'on parle en Côte d'Ivoire, mais aussi au Mali, au Burkina Faso, etc., qui signifie aujourd'hui. Parce que l'aliment qu'on peut encore aujourd'hui manger, demain, ça sera gâté. Donc, il faut le sauver maintenant. Du coup, oui, le gaspillage alimentaire, ça a un effet énorme sur le changement climatique. Parce que si on réfléchit, si le gaspillage alimentaire est-il un pays, ce sera le 3e pays le plus polluant après la Chine et les États-Unis. Donc, on se dit c'est pas important, mais en fait, ça fait beaucoup de dégâts. Et comment vous y prenez-vous aujourd'hui pour lutter contre ce gaspillage alimentaire? Donc, concrètement, ce qu'on fait chez BIS, c'est on connecte le secteur alimentaire qui peut avoir des surplus. On souhaite aussi aller plus vers les agriculteurs et on les met en relation avec les ONG ou les entités caritatives qui s'occupent des enfants qui ont besoin d'alimentation. Et en 2024, on veut aussi lancer une application qui permettra de vendre les invendus à prix réduit aux consommateurs qui peut avoir un moyen peut-être plus baisse en considérant aussi tout le changement des prix actuellement avec les différentes crises dans le monde.
donc d'avoir plus d'accès à l'alimentation. Et Yasmine, vous vous êtes fixé comme objectif de sensibiliser les jeunes, en particulier les filles, aux questions environnementales et de leur donner aussi les moyens de croire en elles-mêmes et de créer des innovations environnementales. Selon vous, comment davantage sensibiliser ces jeunes aux innovations environnementales? Alors, c'est d'avoir des échanges, de les exposer à ce qui est fait. Donc, tout à l'heure, vous demandiez comment est-ce qu'il faut davantage faire participer les jeunes dans les questions environnementales. Julia a répondu bien, elle a dit de pouvoir partager, de pouvoir mettre en lumière ce qui est déjà fait par les jeunes. Alors moi, avant de venir ici, quand je faisais mes recherches sur ce qui est fait dans les différents pays, j'ai appris qu'il y a un jeune Sénégalais qui transforme les eaux usées en carburant ou quelque chose comme ça. Et c'est des choses qu'on n'entend même pas parler. Moi, je trouve en tant que jeune, en étant consciente des challenges, des défis qu'on a. Un jeune Sénégalais qui transforme aussi des sachets plastiques en pavés. Bah voilà. Ouais. Donc, faudrait que cela peut-être soit faciliter les accès d'échanges. D'échanges, je veux dire, de conversation, de montrer ce qu'ils font, de parler de ça, de montrer aux jeunes que c'est possible. Nous sommes créatifs en tant qu'êtres humains, beaucoup de personnes. Alors, c'est d'essayer de pouvoir rappeler aux jeunes qu'ils peuvent faire au-delà de ce qui est déjà fait. Et donc, c'est de créer des événements dans des écoles, de créer elle a parlé des télévisions, et pas que, surtout les organisations. Lorsqu'on parle de partenariat vous êtes aussi passionné des ODD. Comment aujourd'hui le projet Mondada peut contribuer à l'atteinte de ces objectifs de développement Très bien, durable? merci. Alors, ce qu'on fait, c'est que effectivement, avec l'ODD 17 qui parle de Partnership for Goals, donc le partenariat pour les objectifs, c'est de pouvoir faire en sorte que les organisations se mettent ensemble pour créer des choses. Donc, comment est-ce qu'une organisation qui se trouve à Banjul peut travailler avec une organisation qui se trouve à Dakar pour faire quelque chose de plus grand? Donc, au-delà des partenariats publics-privés, il y a des partenariats comme ça que des grandes organisations peuvent prendre. Lorsqu'une organisation, et je fais aucune publicité, mais comme Total, par exemple, qui est dans le carburant, comment est-ce que je peux travailler avec un jeune qui transforme des déchets en carburant? Comment? C'est tout ça le partnership for goals. Autant aujourd'hui d'objectifs ou bien autant en tout cas de résultats qui contribuent à davantage intégrer ces peuples africains. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Madame Yasmine Diawara Afoué, initiatrice du projet Mondada, également présidente de Young UNICEF Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci infiniment, Daouda. C'était un plaisir. Plaisir tout aussi partagé. Merci également à Julia Venn, entrepreneur social, également militante écologiste. Un plaisir aussi, Julia, de vous avoir reçu. Merci, Daouda. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.